Je comprends que j'ai le partage d'écran, entre autres. Oui, tu es supposé. Merveilleux. Je peux débuter? Merveilleux. Donc, bonjour pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Mon nom, c'est Simon-Alexandre Barabé. Je suis la personne conseillère syndicale aux relations de travail qui s'occupe de tout ce qui est dossiers transversaux et vieux griefs, anciens griefs, en fait, déposés avant 2019, mais en fait 2019 et antérieurement. Donc, c'est moi qui vais faire la présentation aujourd'hui. S'ensuit, bien entendu, une période de questions comme notre présidente locale, Guylaine, l'a bien mentionné. Donc, sans plus tarder, je vais débuter la présentation. Si jamais je vais trop vite, peut-être juste me le dire, peut-être juste l'écrire dans le chat ou lever la main. Je vais essayer d'aller à un débit compréhensible, pour ainsi dire. Donc, écoutez, les différents congés prévus aux conventions collectives, on a fait un dénombrement de tous les congés, que ce soit au niveau des dispositions locales, que ce soit au niveau des dispositions nationales ou les congés implicitement prévus par la loi sur les normes du travail. Et donc, ça donne ce qui suit. Au niveau de l'ordre du jour en soi, je ne vais pas faire la dénomination congé par congé, je vais enchaîner. En fait, notez qu'au niveau des dispositions locales, tout ce qui est tous les articles en fait qui débutent par 400, donc là on peut le voir 411, c'est tous des articles qui relèvent des dispositions locales. Quand vous voyez par exemple des chiffres comme 15, 20, 24, 25, bien, dites-vous que tout ce qui n'est pas 400, c'est des dispositions nationales. Donc, au niveau des congés fériés, il faut savoir qu'il y a 13 congés fériés et payés, incluant incluant ceux qui sont prévus par la loi sur les normes du travail. Donc, ça, c'est vraiment tous les congés fériés qui sont prévus par année. L'accumulation, en fait, se fait du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. J'en ai mis aussi quelques petites précisions, à savoir si un des congés fériés tombe durant une journée, tombe pendant vos vacances, bien, à ce moment-là, cette journée-là ou ces journées fériées-là vont vous être payées comme si vous étiez en congé férié et votre congé annuel, donc vos vacances, vont être prolongées d'autant de jours fériés qu'il y avait pendant la période. Évidemment, si vous êtes en congé hebdomadaire lors d'un jour férié, évidemment, l'employeur va devoir vous remettre ce congé dans les 4 semaines qui précèdent le jour férié ou les 4 semaines qui suivent le jour férié. Au niveau du congé annuel, ce qu'on appelle communément les vacances, notez entre autres que la période de référence s'établit au 1er mai de chaque année, donc c'est vraiment du 1er mai jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Pour tout ce qui est des personnes salariées à temps complet, il n'y a pas d'enjeu à se mettre. Pas qu'il n'y a pas d'enjeu, mais c'est en fait, le calcul est relativement simple. Vous partez avec 20 jours à chaque année. Pour ce qui est des personnes salariées à temps partiel, comme vous pouvez le voir, en fait, ceux qui ont moins d'un an de service ou qui sont à temps partiel, l'accumulation se fait à raison d'une journée et 2/3 par mois de service. Mais on peut évidemment combler jusqu'à 20 jours, donc 4 semaines de vacances à ses frais si on n'a pas cumulé un total de 20 jours payés. Tous ceux et celles qui ont entre 17 et 18 ans d'ancienneté, bien là, à ce moment-là, on parle de 21 jours payés et ainsi de suite avec le petit tableau, en fait, les petits picots que vous voyez en bas à gauche. Donc, évidemment, tous ceux qui ont 25 ans et plus d'ancienneté se retrouvent avec 5 semaines payées par année. On ne l'a pas mis à l'écran, mais notez également que dans ces journées-là, vous avez toujours chaque année un total de 5 jours de vacances que vous pouvez prendre de façon discontinue. Donc, vous pouvez prendre une semaine, une semaine que vous allez décomposer pour prendre une journée de vacances par-ci, par-là. Et pour ceux, évidemment, qui ont au minimum 17 ans d'ancienneté, bien, à ce moment-là, les jours qui sont en plus, donc, si par exemple, vous avez 25 ans d'ancienneté, il y a 5 jours supplémentaires qui vous sont payés, bien, ces 5 jours également-là, vous pouvez les prendre de façon discontinue, donc une journée de vacances par-ci, par-là sur l'année. Au niveau des congés de maladie, l'accumulation se fait de façon générale là, à raison de 0,8 jours ouvrables par mois de service complet. Si vous êtes à temps complet, vous n'avez pas à vous poser la question, tout simplement parce que vous partez avec un total de 9,6 jours payés par année. Notez entre autres que dans ces 9,6 jours-là de maladie, évidemment, vous avez 3 jours que vous pouvez prendre pour motif personnel sur préavis de 24 heures.
On vous inscrit, entre autres, la clause telle qu'elle, mot pour mot, selon laquelle la prise du congé pour motif personnel ne doit pas avoir pour effet de causer un préjudice sérieux au fonctionnement du centre d'activité. Je vous dirais qu'en 5 ans d'expérience au CIS de l'Outaouais, je n'ai pas vu nécessairement une journée, je n'ai pas vu un motif pour lequel, une situation pour laquelle le congé pour motif personnel a été refusé sous prétexte que ça allait vraiment entraîner un préjudice sérieux. Donc, préjudice sérieux veut dire, entre autres, un bris de service, puis qu'il n'y a pas vraiment de moyen pour votre gestionnaire de pallier à ça, de trouver une solution, aller chercher un collègue d'ailleurs, quoi que ce soit, pour vous couvrir. Je vous dirais que c'est très, très rare, mais on tenait quand même à vous l'indiquer. Évidemment, si vous n'avez pas un nombre de congés de maladie suffisant dans l'année de référence, vous pouvez toujours aller en prendre par anticipation à même les jours que vous allez accumuler jusqu'au 30 novembre de l'année en cours. C'est essentiellement ça. C'est essentiellement ça pour ces journées-là qui sont les journées maladie qui sont prises par anticipation. Malheureusement, on ne peut pas les prendre en fait entre le 15 décembre et le 15 janvier, notamment pour des raisons on veut maximiser. Il y a les fériés. Il y a plusieurs fériés relatifs au temps des fêtes qui se produisent, qui se passent dans ce temps-là. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus difficile de les prendre. Ça, c'est pour les congés de maladie. Au niveau des congés sans solde, il y a plusieurs congés sans solde, mais ça, c'est au niveau des dispositions nationales, bien entendu. Au niveau de l'article 26.06, à quiconque ça l'intéresse, la personne salariée qui est recrutée pour œuvrer dans un établissement nordique, les établissements nordiques sont notamment indiqués à la Convention collective nationale, peuvent se prévaloir d'un congé sans solde pour aller œuvrer dans ce secteur ou dans cet établissement nordique-là. Au niveau du congé de sans solde de 4 semaines ou moins, qui est possible de prendre à chaque année, dites-vous que notamment après un an de service dans l'établissement, la personne salariée a droit à chaque année, après entente avec l'employeur quant aux dates, à un congé sans solde d'une durée maximale de 4 semaines. Pour chacune de ces 4 semaines-là, vous pouvez, entre autres, un peu comme les vacances, mais c'est un peu différent ici, c'est que vous pouvez les séparer, donc ne pas prendre un bloc de 4 semaines continues pour plutôt prendre une semaine par-ci par-là en termes de congé sans solde sur la même année. Notez aussi que ce qui est important ici, c'est de s'entendre avec l'employeur. Ce n'est pas nécessairement de s'entendre quant aux dates fixes qui ont été demandées à l'origine, mais surtout de s'entendre. Donc, à titre d'exemple, votre gestionnaire ne peut pas tout simplement refuser catégoriquement toute demande de congé sans solde. Après tout, avant tout, en fait, il doit l'analyser à savoir est-ce que c'est possible de vous remplacer. Si vous n'êtes pas remplacé, est-ce qu'il y a un impact? Va-t-il y avoir un bris de service? Il y a plusieurs questions qui se posent, mais somme toute, il doit le plus possible s'entendre avec vous pour vous permettre d'avoir accès au congé sans solde de 4 semaines ou moins par année. S'ensuit le congé sans solde de plus de 4 semaines, mais qui n'excède pas 52 semaines, qui n'excède pas une année. Celui-ci, en fait, la condition, c'est de compter au moins 5 ans de service. Donc, au moins de 5 ans de service, c'est 5 ans d'ancienneté en tout point. Ici également, il faut s'entendre avec l'employeur pour obtenir ce congé sans solde qui dépasse les 4 premières semaines. Et ce congé sans solde-là, notez qu'il est disponible. En fait, vous pouvez vous en prévaloir une fois par période de 3 ans. Au niveau des congés, non pas sans solde, mais au congé partiel sans solde, vous pouvez vous entendre. Ça prend toujours une entente avec l'employeur quant aux dates. Vous pouvez, en fait, si la personne salariée est détentrice d'un poste et qu'elle compte au moins un an de service, donc au moins un an d'ancienneté, elle peut obtenir, après une demande écrite transmise au moins 45 jours à l'avance, un congé partiel sans solde d'une durée minimale de 8 semaines et d'une durée maximale d'1 an. Donc, vous pourriez décider de travailler 2 jours semaine, 3 jours semaine, occuper un emploi ailleurs, etc. En ce qui a trait au congé sans solde ou partiel sans solde pour études, notez qu'évidemment, ça prend une entente avec l'employeur. Il faut avoir complété sa période de probation. Puis évidemment, le délai est d'au minimum et d'au moins 45 jours à l'avance ou 30 jours à l'avance pour les études de la session d'été. Ici, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que dans le fond, ça vous prend uniquement une preuve d'inscription avec le titre, avec l'établissement qui est reconnu par le ministère, en fait, soit par le ministère de l'Éducation du Québec ou de l'Ontario, c'est un des deux, parce qu'on connaît très bien la réalité frontalière ici en Outaouais.
C'était important pour nous, au niveau des dispositions locales, d'arrimer ce congé-là avec la situation particulière de l'Outaouais bref, c'est ça. On se comprend avec l'Ontario, qui est la frontière juste limitrophe. Donc, c'est ce qu'il y en est pour le congé sans solde ou partiel sans solde pour études. On ne l'a pas inscrit nécessairement à même la diapositive, mais notez que bien que vous puissiez voir que la durée maximale est de 104 semaines, il y a une possibilité de prolongation. Évidemment, il y a des modalités qui sont particulières à la convention collective locale, mais il y a une possibilité de prolongation. On sait pertinemment qu'il y a des études qui se prolongent, qui prennent plus que 104 semaines pour les compléter, notamment un bac qui peut prendre au minimum 3 à 4 ans parfois, dépendamment du programme. Au niveau du congé sans solde ou partiel sans solde pour enseigner, c'est vraiment un congé sans solde c'est vraiment un type de congé qui a été ajouté dans les dernières années au niveau des dispositions locales. C'est notamment dans le but de permettre au secteur secondaire, collégiaux et universitaires de bénéficier de l'apport et de l'expérience des personnes salariées du réseau. Fait qu'encore là, ici, il faut s'entendre avec l'employeur, il faut être détenteur ou détentrice d'un poste à temps complet ou à temps partiel et avoir au minimum 1 an d'ancienneté dans l'établissement. Ensuite, on fait notre demande au moins 45 jours à l'avance pour obtenir le congé sans solde ou partiel sans solde pour enseigner dans une discipline relative à sa profession ou qui débouche ou qui est orientée en fait vers le secteur de la santé et des services sociaux. Notez aussi que dans le dernier paragraphe, vous pouvez vous entendre avec l'employeur aussi pour utiliser ce congé partiel sans solde pour enseigner, pour donner des heures en enseignement, et ça pour un maximum de 140 heures par année. Autre type de congé, le congé pour fonction civique. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, on a à l'article 24.06 des dispositions nationales la possibilité de se prévaloir d'un congé pour agir à titre de juré ou témoin dans une cause où on n'est pas une partie intéressée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant la période où vous êtes appelé à agir comme juré ou témoin, l'employeur vous verse la différence entre votre salaire régulier et l'indemnité versée à ce titre par la Cour. Au même titre que si vous subissez en fait si vous faites l'objet, de poursuites judiciaires civiles dans l'exercice normal de vos fonctions, soyez rassurés, vous ne subissez pas de perte de salaire régulier pour le temps où votre présence est nécessaire à la Cour. Congé sans solde pour mariage ou union civile, toujours présent au niveau des dispositions nationales. Donc, à l'occasion de votre mariage, du mariage ou de l'union civile, la personne salariée à temps complet a droit à 1 semaine de congé avec solde, donc qui est payé. La personne salariée à temps partiel a également droit à ce congé-là, mais en fait, ce qui se produit à ce moment-là, c'est que c'est un prorata par rapport à l'assignation ou au nombre de jours prévus au poste que la personne à temps partiel détient. Notez aussi que ce congé pour mariage ou union civile est accordé à la condition que la personne salariée en fasse la demande au minimum 4 semaines à l'avance. On sait habituellement qu'un tel événement se produit au minimum 4 semaines à l'avance, mais c'est important quand même de le mentionner. Je vous dirais aussi que la date, comme vous pouvez le voir à la fin, la date de ce congé-là est déterminée après entente entre l'employeur et la personne salariée et doit inclure la journée du mariage ou de l'union civile. Mais par expérience, je vous dirais que la date est pas mal plus, là, en bon québécois, elle est pas mal plus décidée unilatéralement par la personne salariée. Votre gestionnaire a plus ou moins, là, si vous me permettez l'expression, a plus ou moins son nez à mettre là-dedans. Au niveau de l'article, en fait, petite précision aussi, un ajout au niveau des dispositions locales en lien avec le congé sans solde pour mariage ou union civile. C'est ce que vous voyez, c'est-à-dire qu'on est venu instaurer en fait la possibilité qu'un coup que la semaine de congé avec solde vous est octroyée pour le mariage ou l'union civile, vous pouvez y accoler une semaine, évidemment, qui est sans solde, une semaine de congé. Nouveau congé également qui a été instauré dans le cadre aussi dans les dernières années avec ce qui s'est produit au niveau de Dame Nature, si vous me permettez, au niveau des dispositions locales, on est venu instaurer ce qu'on appelle le congé sans solde à la suite d'une intempérie ou d'un sinistre. Donc, après entente avec votre employeur, vous pouvez, si votre résidence principale ou votre résidence secondaire a subi ou est en danger de subir des dommages sérieux à la suite d'un événement hors de son contrôle, on peut penser aux inondations très, très pertinemment.
bien, à ce moment-là, vous pouvez bénéficier après une demande écrite. Donc, ce n'est pas nécessairement la formulation en soi, elle est un peu plus souple, si vous me permettez, dans le sens que vous présentez votre demande écrite et après, vous vous entendez. Donc, on sait très bien que vous l'aurez tôt ou tard, en fait, le congé sans solde d'une durée maximale d'une semaine. Question de se remettre un peu questions de s'organiser dans sa sphère personnelle suite à un intempérie ou un sinistre. Article 27.04, des dispositions nationales relatives au congé à traitement différé, ce que certains appellent une année sabbatique payée. Auto-payé, en fait, le congé autofinancé en soi, c'est qu'évidemment, vous pouvez bénéficier du régime de congé à traitement différé après demande à l'employeur, lequel ne peut refuser sans motif valable. Qui dit motif valable, je vous dirais, par expérience, c'est principalement motif valable, c'est la continuité des services. Donc, c'est sûr que si la continuité des services est réellement en péril, qu'il n'y a pas de solution A, B, C, D, bref, qu'il y a un bris de service inévitable qui va se produire, là, ça serait un motif valable, toujours sous toute réserve. Bref, pour en fait bénéficier du congé à traitement différé, bien, premièrement, il faut être détenteur d'un poste. Il faut cumuler au minimum 2 ans d'ancienneté. Il faut produire une demande écrite en précisant la durée de participation au régime de congé à traitement différé, la durée du congé, le moment de la prise du congé. Bref, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a il y a la période de contribution, donc la période pendant laquelle vous autofinancez votre congé, et ensuite, il y a la période de la prise. Donc, quand on parle au troisième PICO, troisième paragraphe, selon lequel la durée du régime de congé à traitement différé peut être de 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, notez que ça inclut la période de la prise de congé et la période de contribution pour financer ce congé. Congé de maternité, de paternité, congé sans solde, partiel sans solde, bref, tout ce qui est relatif au congé entourant les droits parentaux. On vous a indiqué en fait l'article 25.27 des dispositions nationales selon lequel la personne salariée, donc vous auriez droit à un congé sans solde d'une durée maximale de 2 ans qui suit immédiatement le congé de maternité prévu à la clause 25.05. Clause 25.05, si je vous la résume, c'est qu'en fait, c'est le congé en fait de 21 semaines au début du congé de maternité. Donc, les 21 semaines pendant lesquelles l'employeur compense jusqu'à presque l'équivalent de 100 de votre salaire hebdomadaire. Donc, les 21 premières semaines d'un congé de maternité, c'est comme ça que l'employeur contribue. S'ensuit évidemment le congé sans solde ou le congé partiel sans solde de 2 ans suivant le congé de maternité. Même chose pour congé de paternité. Vous avez droit à un congé sans solde d'une durée maximale de 2 ans. Les petites particularités, en fait, là, comme vous pouvez le voir, c'est juste les toutefois. Donc, toutefois, la durée du congé ne doit pas excéder, en fait, 2 ans suivant la naissance, donc la 125e semaine. Un congé sans solde aussi, vous avez droit à un congé sans solde d'une durée maximale de 2 ans qui suit immédiatement le congé d'adoption. Pour toute personne salariée, en fait, que ce soit une personne salariée à temps complet qui déciderait de ne pas se prévaloir du tout de ces 3 premiers congés-là, des 3 congés qui sont prévus aux 3 premiers PICO, bien, à ce moment-là, la personne a tout de même droit à un congé partiel sans solde établi sur une période de 2 ans. Avant de passer à la prochaine diapositive, petit fait intéressant, en fait, qu'on retrouve aussi dans les dispositions nationales, c'est comme on ne connaît pas les aléas de la vie, notez qu'il est très possible, c'est même prévu, c'est encadré par la convention collective, comme quoi vous pouvez changer d'idée au niveau de votre congé sans solde ou congé partiel sans solde. Et ça, vous avez droit à peu près à 2 changements. Donc, si jamais vous décidez que vous êtes en congé sans solde suivant le congé de maternité, de paternité ou d'adoption, et que là, dans l'année qui suit, vous vous dites, ben, j'aimerais peut-être retourner à 1, 2, 3, 4 journées semaine, c'est possible. Vous pouvez faire un changement, puis vous pouvez par la suite aussi changer d'idée puis dire, ben, vous savez quoi? Moi, je retourne en congé sans solde complet. Donc, ça, c'est possible également. Pour ce qui est du congé pour adoption et du congé en vue d'une adoption, c'est très bien indiqué que la personne salariée, vous avez droit à ce moment-là à un congé payé d'une durée maximale de 5 jours ouvrables à l'occasion de l'adoption d'un enfant autre que l'enfant de votre conjoint ou conjointe. Ce congé-là peut être discontinué et peut être pris après l'expiration des 15 jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la maison.
et vous pouvez utiliser un des 5 jours pour le baptême ou l'enregistrement de l'enfant. Idem pour ce qui est de l'adoption légale d'un enfant autre que l'enfant de son conjoint. Vous avez droit à un congé pour adoption d'une durée maximale de 5 semaines qui, sous réserve des clauses 25-33 et 25-33A, doivent être consécutives. Bref, essentiellement, ce congé-là pour adoption doit se terminer au plus tard à la fin de la 52e semaine qui suit la semaine de l'arrivée de l'enfant à la maison. Au niveau des congés spéciaux, quelques congés qui sont prévus lors du décès d'un proche, notamment 5 jours de calendrier qui sont, en fait, 5 jours de calendrier de congé à l'occasion du décès des membres suivants de sa famille, soit son conjoint ou son enfant. 3 jours de calendrier de congé à l'occasion du décès d'un des membres suivants de sa famille, donc père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère, bru et gendre. Et ainsi de suite. 2 jours de calendrier si survient le décès de l'enfant de son conjoint ou de sa conjointe. L'enfant, évidemment, pas la conjointe, là, parce que c'est 5 jours à ce moment-là, et 1 jour de calendrier de congé à l'occasion du décès de sa belle-sœur, de son beau-frère, de ses grands-parents et ou de ses petits-enfants. Suite à ces congés spéciaux-là entourant les décès de proches, notez aussi qu'avec la distance qu'on a à parcourir parfois pour se présenter aux funérailles, on est venu instaurer la première clause suivante. Donc, lors de décès mentionné à la présente clause, donc relativement un proche, vous avez droit à une journée additionnelle aux fins de transport si les funérailles se situent à 241 km et plus ou 150 000, bref, plus en kilomètres, comme on n'est pas aux États-Unis, si vous êtes à plus, dans le fond, de 241 km du lieu de votre résidence. Évidemment, pour ce qui est du moment de la prise, c'est pris au choix. Il y a plus ou moins il n'y a pas vraiment d'interférence de votre gestionnaire à ce niveau-là. Et tant mieux, bien honnêtement, ce n'est pas nécessairement le temps, dans de telles circonstances, d'avoir son gestionnaire qui nous surveille à savoir « Ouais, mais ça, c'est pas tout à fait possible, ça, je ne peux pas te l'octroyer. » Bref, c'est à votre discrétion. Évidemment, la seule nécessité, comme vous pouvez le voir à la dernière clause, c'est produire sur demande, donc ce n'est pas automatique, c'est vraiment si votre gestionnaire vous demande une quelconque preuve ou attestation des faits. Congé très intéressant ici au niveau des responsabilités familiales. On parle toujours des congés spéciaux prévus à l'article 24.10 des dispositions nationales. Donc, concrètement, ici, c'est que vous avez droit, après avoir avisé votre employeur le plus tôt possible, vous avez le droit de vous absenter jusqu'à un total de 10 jours sans solde par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation d'un enfant, de votre enfant ou de l'enfant de votre conjoint-conjointe ou en raison de l'état de santé de votre conjoint, de votre père, de votre mère, de votre frère, d'une sœur ou l'un de ses grands-parents. Ces journées-là, notez qu'ils sont bien entendu prises de la banque annuelle de congé de maladie ou prises sans solde. C'est vraiment selon votre choix. Donc, vous pouvez décider de prendre quelques jours sans solde pour pallier à ces obligations-là ou à ces responsabilités-là en déduisant de votre banque annuelle de 9,6 jours de maladie, ou vous pouvez tout simplement demander à ce que cette banque de maladie demeure intacte et donc que ces journées de responsabilité familiale soient sans solde. Vous pouvez également décider de les fractionner en demi-journée. Encore faut-il que l'employeur y consente. Entre vous et moi, il faut toujours que si l'employeur refuse, ça sera à lui de bien justifier, comme il l'entend, que ce soit justifié de refuser. La personne salariée doit prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée d'un congé prévu à la présente clause. Si jamais vous avez des ennuis à ce niveau-là, bien entendu, on va être à l'écoute, on va être disponible pour prendre les rênes, pour vous représenter si jamais il y a des ennuis ou quoi que ce soit. Autres congés spéciaux qui s'ajoutent aux congés mentionnés un peu plus tôt relatifs aux droits parentaux, donc que ce soit au niveau de la maternité. En fait, essentiellement ici, c'est au niveau de la maternité, bien entendu. Donc, congé à l'occasion de la grossesse ou de l'allaitement. Vous pouvez demander, en fait, la salariée peut demander d'être affectée provisoirement à un autre poste. C'est vraiment ce qu'on appelle habituellement le retrait préventif ou la réaffectation sur un poste qui, à ce moment-là, doit remplir les 3 critères, là, les critères A, B et C. Donc là, à ce moment-là, c'est d'être enceinte, évidemment, et que les conditions de travail propres à son poste ou à son affectation comportent des risques de maladies infectieuses ou des dangers. Bref, c'est vraiment toutes les mesures que doit prendre l'employeur pour, évidemment, en concordance avec l'attestation médicale ou le bien médical ou le suivi
de votre médecin relatif à la grossesse, là, mais c'est vraiment de vous réaffecter sur des tâches qui ne présentent pas de danger pour vous ni pour l'enfant à naître. Donc, c'est ça, ça prend nécessairement un certificat médical, le petit certificat médical de retraite préventif habituellement. Toujours dans la même veine, au niveau de congé à l'occasion de la grossesse ou de l'allaitement, vous avez également droit au congé spécial suivant. Donc, évidemment, si survient une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse qui exigerait un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par certificat médical, donc par bien médical. Donc, aussi sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée. Bref, c'est vraiment s'il y a des complications, on a voulu prévoir le tout. Notamment aussi, ce qui est intéressant, c'est le dernier PICO. Donc, les visites de grossesse, les visites de suivi. Vous pouvez prendre, il y a des congés qui sont prévus à ce niveau-là pour les visites justement reliées à la grossesse effectuées chez une professionnelle ou un professionnel de la santé, toujours attesté par un bien médical, bien entendu. Au niveau des congés spéciaux, ça, c'est une mesure qui se trouve au niveau des dispositions nationales, donc le régime de congé conciliation famille, travail, études avec étalement du salaire. Ce n'est pas beaucoup de gens qui, je vous dirais par expérience, qui s'en prévalent. C'est toutefois un congé relativement intéressant pour les motifs qui peuvent malheureusement survenir. Donc, comme vous les voyez, c'est si jamais, dans le fond, votre présence est requise auprès d'un enfant, de votre conjoint, de l'enfant de votre conjoint, de votre père, de votre mère, bref, en raison d'une maladie grave ou d'un grave accident, en raison de soins de fin de vie, d'un décès à l'étranger ou d'un lourd handicap, vous avez ce congé qui est vraiment prévu dans les lettres d'entente à la fin des dispositions nationales. Au niveau des congés spéciaux, c'est une simple mention, en fait. Les congés que vous voyez apparaître au PICO à l'écran, c'est tout simplement les congés qui sont, en fait, qui sont implicitement prévus au contrat de travail qu'est la convention collective. Donc, c'est vraiment des congés qui sont prévus au niveau de la loi sur les normes du travail, mais bien entendu, comme la loi sur les normes du travail est une loi d'ordre public, eh bien, ces congés-là s'ajoutent ou se jumellent à la convention collective. Donc, vraiment, sans entrer dans les détails, ce sont tous les congés liés à la présence auprès d'un proche en raison d'une maladie grave ou potentiellement mortelle, ainsi que tous les congés résultant de la mort d'un proche ou d'un acte criminel commis à l'endroit de celui-ci et donc qui nécessiterait la présence auprès de celui-ci ou de celle-ci. On trouve également, en fait, un ajout au niveau des lois survenues dans les 4 dernières années, si je ne m'abuse, qui est en fait le congé sans solde d'au plus 16 semaines par année lorsque la présence est requise auprès d'un parent ou pour agir comme proche aidant. C'est souvent ce qu'on appelle le congé pour proche aidant. Donc ça, c'est une autre possibilité qui s'ajoute en plus au congé déjà prévu aux dispositions locales et nationales. C'est ce qui conclurait en fait la présentation dans laquelle je vous réfère à notre présidente qui va prendre les tours de parole s'il y a des questions. Alors, je veux juste vous aviser que j'ai procédé à l'arrêt de l'enregistrement. Non, Guylaine, il est toujours là. Je vais